C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, reçoit un appel téléphonique d'Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe. Les deux hommes ont souligné la nécessité de mettre en œuvre les accords d'Alger pour que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU. Et les Palestiniens célèbrent la journée de la terre, un cri de résistance face à l'occupation sioniste depuis 1948. Adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le Parlement d'Ankara va vers l'adoption de la candidature d'Helsinki à l'Alliance Atlantique. Pour sa première grande sortie européenne, le roi Charles III prononce un discours historique devant les députés allemands. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique d'Ahmed Aboul Gheit, le secrétaire général de la Ligue arabe, qui l'a félicité pour sa nomination à la tête de la diplomatie algérienne et a échangé avec lui ses félicitations à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Ahmed Attaf a saisi cette occasion pour soulever la question du suivi de la mise en œuvre des décisions du sommet d'Alger, soulignant l'importance de former les mécanismes convenus à cet égard, notamment le comité ministériel arabe chargé de travailler pour l'État frère de Palestine à devenir membre à part entière de l'ONU. Il a été convenu d'aborder ces questions dans le cadre de la coordination entre le secrétariat général et la représentation permanente de l'Algérie auprès de la Ligue des États arabes. Et coopération algéro-italienne, le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue italien Antonio Tajani, au cours duquel les deux parties ont examiné les progrès réalisés sur la voie de l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, selon un communiqué du ministère. Le ministre Tajani a présenté ses félicitations à l'occasion de la nomination de Ahmed Attaf à la tête de la diplomatie algérienne. Pour rappel, cet échange a été précédé par un entretien téléphonique entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien, Sergio Mattarella. Nous vous le disions en titre, direction les territoires occupés. Les Palestiniens partout dans le monde commémorent aujourd'hui avec émotion le 47e anniversaire de la journée de la terre, de la résistance et de l'attachement viscéral à leurs racines. Une commémoration particulière en ce 30 mars 2023, marquée par l'escalade sioniste contre un peuple qui continue sa lutte pour la survie. Les détails avec Souila Kilal. Ici notre terre, ici nos racines, ici notre histoire, ici notre vie, ici notre avenir et ici notre Palestine. C'est avec ce slogan lourd de sens que le peuple palestinien commémore un des anniversaires les plus tristes et marquants de son histoire, depuis 47 ans déjà, la journée de la terre. Le 30 mars 1976, des Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles sionistes en se révoltant contre l'exil, la judaïsation et la confiscation illégale de leurs terres. 418 villages arabes avaient été détruits avec interdiction pour leurs habitants d'y retourner. Les affrontements avec les forces d'occupation avaient fait 6 martyrs parmi les Palestiniens, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations. 47 ans après, rien n'a changé. L'entité sioniste poursuit toujours sa politique répressive, intensification des attaques contre le peuple palestinien dans l'ensemble des territoires, avec 90 martyrs tombés sous les balles sionistes depuis le début de l'année. Implantation de nouvelles colonies à Al-Quds Est et en Cisjordanie occupée, spoliation des terres, politique de judaïsation, destruction de centaines de maisons palestiniennes, profanation incessante de la mosquée Al-Aqsa par des colons et des ministres sionistes ultra-racistes, sans oublier les sévices insoutenables infligés aux détenus palestiniens.
La récente accession au pouvoir du nouveau gouvernement ultra-sioniste de Netanyahou, composé de ministres d'extrême droite, a rendu possible cette escalade de violence acharnée et toujours en toute impunité. 47 ans après, les Palestiniens se retrouvent au point de départ, une sorte de cycle infernal hérité de père en fils, pour faire face à une entité sioniste qui constitue un ramassis de populations venues de toutes parts sur une terre qui n'est pas la leur. Et c'est cette disparité qui éclate au grand jour dans les manifestations antigouvernementales, mettant à nu la fragilité sociale de l'entité sioniste. Et à l'occasion du 47e anniversaire de la Journée de la Terre palestinienne, le Parlement arabe a renouvelé sa solidarité avec le peuple palestinien dans la défense de sa terre, de son histoire, ainsi que son caractère sacré et son identité nationale. Il a mis l'accent sur la nécessité de travailler pour parvenir à la paix conformément aux résolutions onusiennes et à l'initiative de paix arabe basée sur la vision de la solution à deux États et la création d'un État palestinien indépendant avec comme capitale Al-Quds. Question palestinienne toujours, le Luxembourg s'est dit préoccupé par les violations systématiques des droits de l'homme des Palestiniens. Marc Bichler, représentant permanent du Luxembourg auprès des Nations Unies, a remercié le haut-commissaire pour son rapport portant sur les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé, indiquant que ce rapport montre clairement que l'expansion de la colonisation en Cisjordanie et à Quds-Est est à l'origine des discriminations et de violations systématiques des droits humains des Palestiniens. On reste dans la région. Le ministère syrien de la Défense a annoncé aujourd'hui que 2 soldats syriens ont été blessés par des frappes aériennes israéliennes près de Damas. Selon la source, la frappe a été lancée depuis le plateau du Golan, ciblant plusieurs positions dans les environs de Damas. Le ministère a affirmé que la défense aérienne syrienne avait intercepté plusieurs missiles. Il s'agit de la 5e frappe israélienne en Syrie depuis le début du mois de mars, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la progression des groupes terroristes au Sahel et dans d'autres parties de l'Afrique. Un constat qui place l'Afrique au cœur des priorités onusiennes pour lutter contre ce fléau. Les détails avec Lila Gertal. La lutte contre le terrorisme désormais est un impératif pour le continent africain et pas seulement. Devant les développements géopolitiques dans ce continent, la situation n'a jamais été aussi délicate. Le retrait des forces françaises Barkhane de cette région du Sahel et l'aspiration des gouvernements africains à vouloir reprendre leur destin en main en matière sécuritaire a encouragé certaines puissances malveillantes et certains groupes terroristes activant dans diverses régions en Afrique à profiter de l'occasion et redoubler leurs attaques terroristes. Ce constat laisse très peu de choix au gouvernement en place. Agir devient une nécessité, conscient de la gravité de la prolifération de ces groupes armés d'obédience aussi diverses que le sont ces groupes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que l'ONU va collaborer de manière étroite avec l'Union africaine et les organisations régionales et sous-régionales dans leur lutte contre le terrorisme et œuvrer pour le renforcement de son travail pour une importante initiative de paix. C'est dire qu'aujourd'hui, la lutte antiterroriste est le problème de tous, car le terrorisme, lui, ne connaît pas et ne reconnaît pas les frontières. Actualité continentale toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné les violences des groupes armés en République démocratique du Congo, exigeant qu'ils soient immédiatement dissous et qu'ils déposent les armes. L'instance onusienne a qualifié la situation d'alarmante, notamment dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu. Les Nations Unies affirment avoir observé une forte augmentation de la violence perpétrée par des milices et des groupes armés. Économie, les États membres de l'Union européenne et les eurodéputés se sont accordés
pour quasiment doubler la part des renouvelables dans le mix énergétique européen d'ici 2030, tout en tenant compte du rôle du nucléaire pour produire de l'hydrogène décarboné, sujet qui a vivement divisé les 27. Le texte approuvé fixe un objectif contraignant de 42,5% de renouvelables dans la consommation européenne d'ici la fin de la décennie, soit un quasi-doublement du niveau actuel d'environ 22%, un peu plus de 19% en France. Nous vous le disions en titre, 3 jours après la ratification par la Hongrie de l'adhésion finlandaise, c'est au tour d'Ankara qui doit voter en fin de matinée l'entrée du pays nordique dans l'OTAN. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait donné mi-mars son feu vert à l'entrée dans l'OTAN de la Finlande, soumettant au Parlement turc la ratification, une décision aussitôt saluée par l'Alliance atlantique. La ratification devrait être votée par la commission parlementaire turque des affaires étrangères, l'ayant approuvé la semaine dernière. On reste en Europe, le roi Charles III devient le tout premier monarque à s'adresser aux députés allemands dans l'enceinte du Bundestag. Au deuxième jour de sa visite historique en Allemagne, le souverain britannique effectue dans ce pays son premier déplacement à l'étranger en tant que roi. Une décision perçue comme un message fort sur la volonté du Royaume-Uni de tisser les liens étroits avec le reste de l'Europe dans l'ère post-Brexit. Il s'est engagé à renforcer les liens entre Berlin et Londres. Il a également défendu sa politique la politique de son pays concernant le conflit en Ukraine. Sergueï Lavrov appelle les États-Unis à lever les sanctions contre l'Iran à l'issue d'une conférence de presse en compagnie de son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. Le ministre des Affaires étrangères russe a également déclaré que le monde attend toujours que les États-Unis reviennent à leurs obligations dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Et selon le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, l'Iran était prêt à aider les efforts visant à établir la paix et à arrêter la guerre. Nous avons discuté de l'Ukraine. Nous soutenons toute initiative qui aiderait à arrêter les combats et à résoudre pacifiquement les différends. Avant ma visite à Moscou, lors de ma conversation avec Joseph Borrell, nous avons discuté de la nécessité d'arrêter la guerre, tout en se concentrant sur une solution politique. Et j'ai informé mon collègue, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, que l'Iran était prêt à aider les efforts visant à établir la paix et à arrêter la guerre, que ce soit au niveau du président ou au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et la guerre hybride entre la Russie et les Occidentaux va durer longtemps. C'est ce qu'a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, appelant les Russes à être unis derrière le président Vladimir Poutine. Si vous faites référence à la guerre dans un contexte plus large, c'est une confrontation avec des États hostiles, une guerre hybride contre notre pays, alors cela va durer longtemps. Et ici, nous devons être résolus et sûrs d'eux et nous consolider autour du président. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, s'est rendu à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par les forces russes, pour discuter avec les ingénieurs nucléaires qui l'opèrent. Raphaël Grossi a regretté une hausse de l'activité militaire près de la centrale, appelant Moscou et Kiev à s'entendre sur des principes pour sécuriser le site. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.